Après 2 séries à avoir tendu le micro à des patients, Abdelawa Cheria, victime du centre dentaire Dentexia et cofondateur de l'association La Dent Bleue, puis Sabrina Lebars, patiente partenaire et cofondatrice de l'association Corasso, qui sensibilise au cancer tête et cou, nous allons revenir vers une dentiste, mais qui a la particularité d'être aussi passée de l'autre côté du fauteuil. Marion Megli est chirurgienne dentiste, d'abord omnipraticienne, elle s'est progressivement orientée vers un exercice exclusif en endodontie. Ce choix, elle va nous le raconter dans ce premier épisode. Mais ce que je vous expliquais juste avant, c'est que Marion a aussi expérimenté la position inconfortable, parfois traumatisante que vivent nos patients. À 22 ans, encore étudiante, Marion a été confrontée à une gêne lors de la mastication. Un examen a révélé une importante destruction osseuse au niveau de ses incisives, conséquence d'un traumatisme non traité survenu à l'âge de 12 ans. Après extraction, greffe et pose d'implants, un de ces implants a échoué 10 ans plus tard. Entre tristesse et résignation, Marion a dû affronter son mal-être, un sentiment qu'elle aurait préféré garder pour elle, mais qui est devenu visible aux yeux de tous. Cette expérience a transformé sa vision des soins dentaires, c'est ce que nous explorerons plus en détail dans une deuxième partie. Ce que nous explique Marion, c'est qu'il lui a fallu faire avec cette nouvelle image de soi, et avec un sourire qui n'arrête pas de changer. Elle nous explique aussi que ces différentes interventions ont eu un impact à la fois au niveau psychologique bien sûr, mais au niveau organique aussi. Elle a ressenti une forte diminution d'énergie, une perte de vitalité, une dévitalisation, comme nous l'expliquait Abdelawa Cheria dans une des séries précédentes. Ce qu'elle nous raconte aussi, c'est qu'au travers de son vécu, elle est parvenue à mieux comprendre certains comportements de nos patients, qui peuvent parfois nous sembler irrationnels et même nous exaspérer. Et la compréhension de cette dimension émotionnelle a fortement contribué à donner encore plus de sens à sa pratique. Marion fait partie des très belles rencontres qui jalonnent mon aventure dans le podcast. Elle s'est livrée à moi sur un sujet sensible pour elle et je la remercie pour sa confiance. Elle voulait que je coupe son rire qu'elle trouvait trop présent. Désolée Marion, mais j'ai pas pu. Et Pauline, ma réalisatrice son non plus d'ailleurs. Nous sommes tombées d'accord toutes les deux qu'on ne pouvait pas censurer une telle joie de vivre. Et moi-même, je me trouve d'ailleurs assez exaltée dans cet échange, preuve que le contact est bien passé. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter que j'en ai eu à discuter avec Marion. Bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour Florence. Écoute, moi je suis ravie d'être avec toi ce matin, on va passer un petit moment ensemble. Alors l'idée, c'était avec toi d'aborder en fait 2 facettes. Bon, si tu as écouté les séries précédentes, alors que au tout début du podcast, je me suis vraiment tournée vers le monde dentaire et je m'étais pas peu intéressée finalement aux patients et jusqu'à ce que je prenne la dimension en fait de cette lacune, puisque les patients sans eux, on n'existe pas et c'est aussi notre raison d'être. Donc, toi, on va pouvoir aborder les deux angles. Donc, l'angle professionnel avec ta discipline qui est l'endodontie et qui est assez spécifique, et aussi le côté patient, puisque toi, tu as vécu, on va dire, des soins et peut-être même des traumatismes dentaires qui font que tu as pu expérimenter l'autre côté, et ça a énormément enrichi ta pratique. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Je te remercie de m'avoir invitée. Donc déjà, moi, toujours, j'aime bien comprendre un peu l'origine de l'orientation vers le choix de la dentisterie. Est-ce que c'était un choix ? Est-ce que c'était plutôt médecine et puis finalement, tu as eu dentaire ? J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu. Alors moi, c'est un métier que j'ai découvert assez tôt, à l'adolescence, parce que j'ai eu surtout le métier d'orthodontiste, puisque j'ai eu un appareil dentaire à cette époque-là. Et j'étais déjà intéressée par ce métier-là, puisque je me souviens que dans mes choix de collège, il faisait partie de mon top 3. Entre architecte et prof de sport, il y avait orthodontiste. C'est assez éloigné, mais... Voilà. Mais c'était mes trucs du moment. Je pense que j'y passais beaucoup de temps. Et puis quand il a fallu faire le choix en terminale, là j'étais un peu plus dans le flou. J'avais un profil qui pouvait un peu tout faire. Donc je savais pas, et puis c'était un peu le grand saut dans le vide. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie ? Ça me faisait très peur d'aller en médecine à l'époque, parce qu'il y avait l'amphithéâtre, le côté amphithéâtre où il y avait un peu de bizutage, etc., où je me sentais un peu fébrile. Et donc j'ai pas passé ce cap tout de suite.
J'ai d'abord été en prépa maths. Je ne sais pas du tout pourquoi ça me faisait moins peur, parce que c'était juste horrible, en fait, comme expérience. Donc j'ai très vite compris que j'avais rien à faire là-bas, mais j'ai quand même fini mon année. Et ça m'a donné quand même quelques bases pour me sentir peut-être un peu plus armée et ensuite aller donc en médecine, avec ce choix dès le départ de faire dentaire. Pourquoi ? Parce que c'était un métier à la base qui m'attirait pour le côté manuel, scientifique et libéral. Le côté indépendant, je savais que j'avais envie, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, mais je savais que je voulais pas de patron. Donc c'était un métier qui regroupait ces trois facettes-là. Et la dimension du soin et du patient et ce côté humain, ça rentrait dans l'équation ? Non, je l'avais pas. Non, je l'avais pas. Je pense qu'à cette époque-là, j'étais un peu trop centrée sur moi, en toute honnêteté. Bah oui, je pense qu'il y a différents profils. Je pense qu'on va en reparler parce que ça résonnera beaucoup, mais le vécu est important. Je pense que quand tu as vécu, ou peut-être pas forcément des traumatismes, mais dans ton environnement, des gens qui ont eu des maladies, qui ont eu des choses qui t'ont un peu marqué, ça peut t'amener à comprendre cette dimension humaine qui va prévaloir par rapport peut-être au reste. Après, moi, quand j'en discute avec mes enfants qui sont ados et pré-ados, c'est assez intéressant de voir que il y a quand même un moteur important aujourd'hui qui est l'argent, quoi. Et même quand ils évoluent dans des environnements où on parle beaucoup d'humains et où on fait très attention à tout ça, il y a quand même la réussite. C'est avant tout la réussite financière qui est placée en avant. Alors, ou l'indépendance. Il est vrai que j'avais discuté de ça un petit peu avec mon médecin traitant, qui lui m'avait dit, mais surtout ne fais pas médecine. Va en dentaire. Enfin, lui, il m'avait vraiment orienté là-dedans. Et mes parents, c'est vrai, à l'époque, m'avaient dit, c'est un métier où finalement, tu peux gagner ta vie correctement tout en travaillant pas tant que ça, avoir un équilibre vie professionnelle, vie familiale convenable, puisque c'est vrai qu'en tant que femme, mère, on a aussi envie d'avoir du temps avec ses enfants. Et donc, de pas forcément faire 50 heures par semaine, quoi. Et durant tes études, après, comment ça s'est passé déjà ? Comment tu as vécu tes années d'études, que ce soit au niveau de l'apprentissage, mais aussi au niveau de l'ambiance est-ce que tu te retrouvais dans les valeurs qui t'étaient proposées, on va dire, à l'université ? J'ai fait ma P1 à Tours et ensuite j'ai eu le choix de partir soit Nantes, soit Rennes, soit Clermont-Ferrand, soit Montpellier. J'ai choisi Nantes pour une raison de proximité par rapport à Tours. Et quand je suis arrivée, on était une promo de 50, moitié de Nantais et moitié d'extra, on va dire ça comme ça, qui venaient du Mans, d'Angers, de Bordeaux et donc de Tours. Et c'est vrai que au début, il faut trouver ses marques. L'ambiance était plutôt conviviale entre les étudiants. Et je pense que, j'ai des bons souvenirs quand même de mes années d'études. Moi, en deuxième année, j'ai senti, je me suis sentie un peu, un petit mal-être, dans le sens où je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de cohésion, de solidarité entre les étudiants. J'avais envie de plus que ça, parce que je me sentais peut-être un peu seule. Et du coup, je me suis rapprochée de l'association étudiante. J'avais fait un petit sondage auprès des étudiants pour savoir si j'étais la seule à ressentir un petit peu ce malaise ou s'il y avait d'autres personnes qui ressentaient ça. Et puis, les résultats de ce sondage m'ont montré que ça valait le coup peut-être d'essayer de mettre en place certaines choses. Donc, je me suis rapprochée de l'association des étudiants. Et puis, j'ai passé quand même de bonnes années d'études grâce à ça. Parce que je me sentais utile, investie pour essayer de créer du lien, de la cohésion entre les étudiants. J'étais aussi déléguée de promotion. Donc pour ça, c'était un bon souvenir. Au niveau théorie. Ouais, finalement, tu t'es mis en mouvement, quoi. C'est-à-dire que t'es pas resté sur cette première impression et peut-être passive.
Ouais, c'est vrai que j'avais besoin d'être dans l'action. Après, au niveau des études, ça n'a pas été trop compliqué pour moi. Ça a toujours été facile parce que j'étais à l'aise manuellement et puis que ça me plaisait. Et donc, du coup, j'ai déroulé sans aucun souci. Ouais. T'as trouvé, toi, pendant ces années de formation et d'accompagnement qu'on était sensibilisé à la relation patient, que le patient était vraiment au cœur de la profession ? Alors, j'avais été sollicitée par un enseignant pour intégrer une unité de soins auprès des patients séropositifs. Et là, dans ce cadre-là, il m'avait dit, voilà, je souhaite des étudiants qui ont, voilà, peut-être à l'époque, j'avais pas trop compris pourquoi il m'avait sollicité moi, mais ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il recherchait, voilà, des étudiants qui étaient qui avaient peut-être une empathie, en tout cas une approche et qui n'avaient pas peur de l'autre aussi, qui n'avaient pas d'appréhension par rapport aux patients. Et puis qui techniquement était en capacité de faire les soins de façon aussi rapide et je dirais, dans un certain confort de soins, quoi. Donc ça a été la première vacation où je me suis dit, je dois créer une relation de soins, en fait. Parce que jusque-là, j'étais dans mes contrats, fallait que je fasse mes cavités, mes points, mes machins. Donc ça nous oriente aussi dans la technique. Mais là, on me demandait en plus de faire un accompagnement en fait de ces patients qu'on jugeait un peu plus vulnérables, quoi. Mmh. C'était en quelle année ? Enfin, toi, t'étais en quelle année ? C'était en 5e année. Ouais. Ouais. Et c'était dans quel cadre, dans quel service, dans quel cadre ? C'était l'odontoconservation, mais c'est vrai qu'il y avait cette vacation spécialisée pour les patients séropositifs, où il y avait donc des dispositions particulières à prendre. Voilà. Ouais, intéressant ça. Mm. Et alors, quelques années plus tard, après, donc, on n'aura pas le temps de tout dérouler, parce qu'après, on va avoir d'autres sujets à aborder, mais pourquoi l'endo ? Et qu'est-ce qui t'a en fait éveillé ou donné envie de pratiquer cette discipline et d'en faire ta principale activité, quoi ? Alors ça n'a pas du tout été naturel au départ. Moi, quand je me suis installée assez rapidement parce que j'ai vite compris que je voulais pas être chez quelqu'un, que j'avais envie d'être chez moi. Et donc, je vais acheter un cabinet individuel. Et au bout de 2-3 années d'exercice, à trimer. C'est les premières années où on est tout seul et où on fait tout, et commencer sans assistante, enfin à tout créer, quoi. Je me suis rendu compte que j'étais un peu en décalage avec ce que je voulais. Que moi, mon leitmotiv de l'époque, et c'est toujours celui d'aujourd'hui, c'est de soigner les gens comme j'aimerais être soignée moi-même. Et le rythme que j'avais à l'époque faisait que j'étais obligée de constater que c'était pas forcément le cas. Et en endo, c'était ma plus grosse frustration. Parce que je m'étais formée à tout ce qui était prothèse. Et puis je me suis rendu compte que ça servait à rien de faire de la belle prothèse si on n'avait pas de belles fondations. J'ai eu des bris instrumentaux, voilà, tous ces choses qui m'ont emmenée un peu dans un cercle vicieux où j'étais tombée dans de la dévalorisation, où voilà, je me disais que c'était nul ce que je faisais, que c'était pas à la hauteur de ce que je voulais, etc., etc. Et à un moment donné, ça j'en parle dans une de mes conférences que j'ai fait qui s'appelle « Qui ne se plante pas ne pousse jamais ». C'est bien les conférences sur les échecs. Finalement, on en a peu, on en a beaucoup plus qui valorisent leur travail. Alors ça commence à venir, hein, mais. Et alors là, en fait, ce qui me tenait à cœur de montrer dans cette conférence, c'est de se dire, à un moment donné, bon là, je prenais l'exemple du bris instrumental pour faire le lien avec l'endodontie. Hein. Mais à un moment donné, quand on est dans la frustration et quand on cherche
tous les arguments à l'extérieur de soi pour justifier que l'instrument il a cassé, mais c'est pas de sa faute, c'est à cause du système de préparation, c'est à cause de l'assistante, c'est à cause qui a pas fait l'assisté correctement, ou du patient qui a bougé à ce moment-là, ou X quoi, enfin toutes les raisons qu'on peut trouver, et ben en fait on n'avance pas. Et qu'au final, quand j'ai réalisé que qui c'est qui tenait l'instrument, qui c'est qui décidait de le mettre dans la bouche, qui c'est qui avait décidé de faire cette endo alors que peut-être elle était trop complexe pour moi, au final c'était moi quoi. Et quand je me suis rendu compte, dans un état un peu de sidération, que le problème c'était moi, ça a été la première phase où j'ai pu me dire si c'est moi le problème, c'est aussi moi la solution. Qu'est-ce que t'attends pour te former ? Qu'est-ce que t'attends pour aller dire que ça va pas quoi ? Et c'est là que j'ai rencontré du coup la SFE locale. Je suis allée à une première soirée et j'ai eu l'impression de faire un gros mea culpa en disant « Oh mais c'est une catastrophe, je casse, j'ai cassé, j'ai même cassé un opener ». Et puis du coup, j'ai rencontré des gens super chouettes qui m'ont dit, qui avaient un peu d'expérience, qui m'ont dit non mais attends, on est tous passés par là, t'inquiète pas, il y a des formations qui existent, faut pousser le truc, tu vas à Paris, tu vas apprendre et tout. Et donc voilà, je suis sortie de ma grotte un petit peu et puis j'ai été me former à la SFE à Paris et là ça a été vraiment une révélation pour moi. Ouais. Le microscope aussi ? Le microscope, de découvrir que tout ce qu'on ne voit pas, et puis c'est comme porter une nouvelle paire de lunettes sur le monde, quoi. Et puis une fois qu'on sait, qu'on voit ça, pour moi il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que je me dis mais non, je peux plus faire semblant, je peux plus faire genre je ne sais pas ou j'ai pas vu. Ah, il n'y a pas de MV2. En fait, je l'ai juste pas cherché, tu vois. Et donc, du coup, maintenant que je sais, là, à la fin de la formation de la SFE, j'avais vraiment envie d'aller plus loin. J'avais envie d'avoir un microscope, et puis je me disais, non, mais en omnipratique, vraiment, si c'est pour acheter un microscope et le laisser dans un coin, ça vaut pas le coup. Ouais. Donc, du coup, j'avais besoin de me rassurer sur le fait que j'allais pouvoir vraiment m'en servir en omnipratique, le valoriser dans mes actes. Enfin, tout ça, ça a été des étapes qui se sont faites au fur et à mesure du temps. Ouais, c'est pas on-off, en fait. Tu passes pas de l'omnipratique à l'endo du jour au lendemain. Et puis, il y a aussi s'entourer d'un réseau de dentistes, de correspondants. Et puis, les patients que tu avais en omni, comment tu as géré, en fait, après le passage à l'endo exclusive ? Alors moi déjà, j'avais besoin de me prouver que je pouvais aussi prendre en charge les patients des autres. Ça, c'était une deuxième étape. La première étape, c'était déjà soigne tous tes patients. Et donc j'ai fait un DU pour ça à Nantes qui m'a confortée dans l'idée que j'étais à l'aise sous microscope, que vraiment c'était mon truc, que j'aimais ça. Et donc, à l'issue de ce DU, j'ai investi dans le microscope et j'ai commencé à faire mes soins d'endo en omnipratique. Et donc là, j'ai été confrontée à un problème financier, puisque je prenais beaucoup plus de temps, mais que je ne les valorisais pas forcément en me disant, de toute façon, tu as la prothèse, etc. Donc voilà. Mais ça devenait un peu compliqué financièrement. Donc, j'ai ouvert des vacations dans mon emploi du temps. Je me suis bloqué des créneaux. Je me suis dit, le mardi matin et le jeudi matin, ce sera que pour les patients d'endodontie adressés. Finalement, j'ai même pas eu besoin de dire, de faire de la publicité dans le bouche à oreille. Les correspondants autour ont su que j'avais eu un DU, que j'avais un microscope. Sur Poitiers, il y avait un cabinet d'endo, mais qui était saturé. Donc finalement, comme ça s'est fait. Et puis comme ça, j'ai travaillé pendant 3 ans comme ça, en ayant une double activité, omnipratique, endodontie. Et puis un jour, je me suis dit, ce serait peut-être bien que tu fasses un choix parce que ça devenait compliqué. Et donc, j'ai opté pour limiter mon exercice exclusif à l'endodontie. Tu trouves que ça simplifie les choses d'avoir un exercice limité à une seule discipline aujourd'hui ? Oui, parce qu'en omnipratique, je trouve que c'est la spécialité qui est la plus difficile parce qu'on nous demande d'être bon partout. On se demande d'être bon partout. Ouais, on se demande d'être bon partout. Or, c'est vrai que c'était
C'était compliqué. Et quand on a cette exigence avec nous-mêmes pour nos patients, on est frustré, quoi. Donc moi, je m'étais mis des barrières. Je m'étais dit, bon, bah, l'implant, je le ferai pas. La chirparo trop complexe, je le ferai pas. Donc je m'étais mis des barrières. Comme ça, pour rester dans mon cadre, en omnipratique, où je savais que là, je pouvais y aller, que j'étais bien. J'avais pas de problème à déléguer pour toutes ces parties-là. Et c'est marrant, comme en tant qu'omnipraticien, on a plus de mal à déléguer en endo. Souvent, on se dit, non, mais l'endo, je suis censée savoir la faire, en fait. Je pense que peut-être aussi lié à la rareté des exclusifs. Moi, par exemple, j'ai aucune difficulté à orienter en endo parce que c'est pas la discipline dans laquelle j'excelle, et donc j'en ai parfaitement conscience, et je me suis pas formée en ce sens-là. Mais par exemple, là où je suis à Périgueux, pour envoyer en endo, c'est soit du côté de la Charente, limite Gironde-Charente, donc il y a 1h30 de route, soit sur Bordeaux, ou après... Et encore là, je te dis, depuis quelques années, on a de la chance, on en a à peu près à 1h30 de route. Avant, il me semble bien que j'avais envoyé chez un confrère à Poitiers, il me semble. Ah oui, on a du monde de l'Inde, de partout. Donc c'est ça qui est un peu délicat, parce que le patient, il y a le facteur financier, où déjà tu lui expliques que sa dent est sauvable, mais qu'il y aura une partie qui ne sera pas du tout prise en charge. Ça, j'ai jamais eu de difficulté à ça. Le patient l'entend, il y a un côté conservateur, un côté cohérent pour lui, en fait, de garder sa dent et de ne pas l'extraire, qui fait que ça c'est pas très compliqué. Par contre, la distance aujourd'hui, je pense avec aussi toutes les technologies qu'on a, qui fait que tout va très vite, qu'on a des choses très rapidement, on a plus de mal à le faire passer, quoi. Oui. Donc peut-être que ça rajoute une difficulté à la difficulté que tu évoquais, de se dire que c'est un acte qu'on est censé maîtriser. Je pense qu'aujourd'hui, on a bien compris que l'outil microscope, déjà quand tu passes avec des loupes, tu as l'impression que tu découvres la vie, quoi. Tu te dis, mais il faut que je revoie tous les patients d'avant parce que j'ai dû tellement oublier de choses. Mais on voit bien qu'on travaille à l'aveugle, quoi, quand on fait une endo sans microscope. Il y a plein de freins. Enfin, moi, je me souviens que quand j'étais omnipraticienne, je trouvais ça démentiel, les prix des endos. Donc, on a des croyances aussi qu'il faut casser, en fait. Tout ça, c'est des suppositions, c'est des filtres qu'on se met. Moi, je me souviens, je me disais, bon, je vais lui démonter la couronne et lui corps, comme ça lui fera déjà ça de moins chez l'endodontiste à payer. En partant du constat que le patient, il voudrait pas... c'était un service que je lui rendais. Ouais, mais c'est surtout que tu te mets à sa place avec plein de suppositions. Avec plein de suppositions. Lui, il m'a rien demandé. Puis un jour, l'endodontiste, il me dit mais parce que toi, tu te fais pas payer quand tu enlèves la couronne et l'unécor. Puis à l'époque, il n'y avait pas les codes des montages et tout ça. Je lui dis bah non. Il me dit donc toi, tu considères que le temps de travail que tu passes, ça n'a pas de valeur. Et en fait, de fil en aiguille, comme ça, je dis bah ouais, c'est vrai. En fait, j'ai quand même fait quelque chose. Même si c'était pas un acte, c'était avant, tu sais, tous les actes nomenclaturés là. Il y avait plein de trucs qui n'existaient pas, quoi. Après, oui, on a des codes aujourd'hui qui limitent de plus en plus la possibilité de coter des choses qui n'existent pas dans la nomenclature. Ça devient un peu plus difficile. Et donc, voilà, c'est intéressant de passer de l'autre côté de la barrière aussi, de se dire que finalement, aujourd'hui, en endodontie, c'est ce qui me bloquait un peu au départ. Parce que j'aime bien l'idée de pouvoir soigner un peu tout le monde pareil, même si je me rends compte que c'est pas forcément possible. Mais ce volet financier, ça a été un truc qu'il fallait que je dépasse. Et aujourd'hui, je me rends compte que je peux finalement, que j'arrive à soigner des patients qui ont des bas revenus ou qui sont CMU, tout simplement parce que pour eux, leur dent a de la valeur et que finalement, je ne soigne aujourd'hui que des gens motivés pour sauver leurs dents. Je force pas le soin. Je leur dis, voilà, il y a toujours une alternative, c'est l'extraction, et c'est OK si ça vous convient. Et après, il faudra simplement gérer le problème de l'absence de la dent. Mais si c'est OK pour vous, voilà, choisissez ça. Il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me ferait peur, tu vois, en endo, mais parce que justement, encore une fois, c'est pas une discipline que je maîtrise, c'est la peur de l'échec et de me dire, le patient a investi, il a cru en moi et j'ai peut-être surestimé
mes compétences, mes capacités à sauver la dent et la dent, en fait, elle est à extraire, quoi. Ouais. Alors pour ça, effectivement, il y a quelque chose que j'ai changé entre l'omnipratique et la spécialité que je ne faisais pas en omnipratique et que je conseille en formation de dire. C'est de prévenir avant le patient, d'expliquer que l'endodontie, ça n'a pas des taux de succès de 100%, que quand on fait une pulpectomie, même dans les règles de l'art, avec la digue et tout ce qu'on veut, on a des taux de succès qui sont de 97%. Donc de toute façon, il y a des risques d'échec, même quand le traitement est bien fait. Et que quand on est sur un retraitement, globalement, on est à 80% de taux de succès. Donc moi, en consultation, j'insiste sur l'échec. Je lui dis, voilà, il y aura potentiellement 20% de risque d'échec. Je vais faire du mieux que je peux, ça je vous le garantis, mais je ne peux pas vous garantir le 100%. Si vous voulez un truc 100%, c'est l'extraction après. Et ça, une fois que c'est dit et que c'est posé, les patients, après, à la fin, quand tu leur dis j'ai réussi, que ça a cicatrisé, limite ils sont là, merci, parce que c'était pas gagné, il y avait quand même 20% d'échecs. Ou alors, quand ça n'a pas fonctionné, ils sont limite en train de te rassurer en te disant vous m'aviez prévenu, c'est pas grave, on a tenté. Enfin, voilà. Une fois que les choses sont carrées dès le départ et sont dites dès le départ, ça passe. Ouais. En paro, on pourrait aussi, il y a cette notion aussi d'échec, surtout sur des parodontites avancées, mais comme il y a une participation du patient qui est très importante sur les maladies parodontales, le patient devient vraiment acteur de sa pathologie. En endo, c'est plus compliqué, tu vois, comment le patient il peut lui aider au succès du traitement. C'est vrai. Il y a moins la part participative. Ce que je veux dire par là, c'est que la responsabilité, on va dire qu'elle est moins partagée. Elle est moins partagée, mais la responsabilité, elle est dans le choix du traitement quand même. Et donc ça, c'est quelque chose, moi, que vraiment, je veux me dédouaner de ça. Souvent, je trouve que les patients ont tendance à tout nous remettre dans les mains. Ouais. Qu'est-ce que vous feriez, docteur, si vous étiez à ma place? Mais moi, je ne suis pas vous, je ne suis pas à votre place, donc c'est pas moi qui vais prendre la décision pour vous. Je vous donne les différentes options, et après, vous réfléchissez, vous sentez les choses. Tu vois, elle est plus dans la responsabilité de qu'est-ce que j'ai envie. Est-ce que j'ai envie de me battre pour cette dent ou pas? Et en plus, ce que je dis est peut-être aussi en train de changer, puisqu'on se rend compte que la pulpe, c'est quelque chose de vivant et il y a une interaction aussi avec la santé générale, avec l'environnement, la façon de s'alimenter, et les pathologies chroniques, etc., quoi. Là, c'est le volet un petit peu frustrant de la spécialité, c'est qu'effectivement, souvent, ils nous sont adressés pour un truc très spécifique. Donc forcément, on va refaire notre diagnostic pour être certain que le problème vienne de là. Mais quand moi, j'ai mon œil d'omnipraticienne qui me donne envie de regarder partout, quoi. Et des fois, je fais encore un petit peu de prévention, mais je trouve que je sors de mon domaine d'action. C'est pas à moi de faire ça, quoi, normalement. Je pense qu'on peut tous prendre en charge une partie de prévention, le discours, et on le répète jamais assez. Après, c'est du temps qu'on prend effectivement sur le temps de travail. Mais je pense qu'au contraire, je pense que plus les messages circuleront et puis même c'est peut-être délicat, on va dire, dans la façon de l'amener, mais peut-être que toi, tu constates des choses avec ton regard d'omnipraticienne sur le patient que le correspondant qui te l'a adressé n'a pas remarqué. Est-ce que ça, c'est quelque chose, tu vas lui en parler, par exemple, en disant là... Ah oui, j'en parle. Surtout aussi sur le volet de l'occluso, qui est aussi une discipline que j'aime bien. Et je trouve ça hyper intéressant. Par exemple, pour des résorptions, quand il y a des cas de résorption, les patients souvent disent mais pourquoi j'ai ça? Donc on va essayer d'aller comprendre le côté, certes c'est multifactoriel, mais parfois il y a quand même des causes qui peuvent être levées. Et donc là, c'est intéressant et on communique avec le patient, on lui dit mais vous voyez, vous avez des inversés d'articulés, donc forcément, il y a peut-être des choses qu'on pourrait améliorer. Donc oui, j'en parle. Là, on l'a un petit peu évoqué, mais je voulais un petit peu plus rentrer dans ce sujet-là. C'est l'aspect de l'endodontiste, la vision qu'on peut en avoir, déjà en tant qu'omnipraticien ou exerçant une autre discipline.
et peut-être aussi la vision du patient qui est un côté très technique en fait, parce qu'il y a beaucoup de matériel, notamment le microscope qui vient au-dessus du patient et qui, dans la posture, s'interpose entre le patient. C'est-à-dire qu'il y a plus ce contact aussi, direct, peut-être aussi tactile, visuel qu'on a avec le patient en omnipratique. Et donc, la vision qu'on a un petit peu de l'endodontiste, et qui est peut-être fausse, et tu vas nous le dire, c'est cette vision en fait du technicien qui voit le patient une ou deux fois. Donc il n'y a pas cette relation sur la durée où tu vas gérer un patient pendant des dizaines d'années, peut-être prendre en charge aussi, enfin voir la famille en consultation, et qui fait qu'il y a un côté un peu dire bon, moi le relationnel en fait c'est pas trop mon truc, donc je vais peut-être m'orienter vers l'endodontie parce que il y a ce côté est moins prégnant quoi. Oui, alors ça c'est vrai, hein. Ce côté hyper technique, il existe et il est là. Et effectivement, en plus avec la digue, il y a encore une distance encore avec le patient. Bon, bah il est nécessaire. Après, moi, je trouve que quand on reste que là-dedans, bah voilà, on devient des techniciens et puis c'est pas forcément ce qu'il y a toujours de plus épanouissant dans le temps. Mais bon, moi j'ai réussi justement à. Enfin, j'essaye, je le fais pas avec tous mes patients. De temps en temps, ça me fait du bien aussi de débrancher mon cerveau et de me mettre en mode automatique à faire ce que mes mains savent faire, quoi. Mais aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à soigner les patients phobiques ou complexes ou avec des petites ouvertures buccales, où il y a un peu plus de challenge et où je sais que je vais avoir besoin de la coopération du patient et que si j'ai besoin de la coopération du patient, j'ai besoin d'installer une relation de soins, de confiance. Et donc ça, pour moi, ça se fait en plusieurs étapes. Ça se fait lors de la première consultation, ça se fait au moment de l'anesthésie, où je prends vraiment un temps particulier avec eux, et ça se fait après le soin, dans le renforcement positif du comportement qu'ils ont eu pendant le soin, quoi. De se dire, mais là, ce que vous avez fait, c'est super. Donc, souvenez-vous que vous êtes capable de le faire. Et ce côté, on va dire, collectif, ce côté entraide, solidarité, confraternité qui te tient énormément à cœur. Déjà, tu en as parlé tout à l'heure, ton arrivée à la fac dentaire où tu as tout de suite cherché à créer du lien. C'est quelque chose que l'endodontie t'a permis de retrouver aussi dans ta pratique. C'est vrai que effectivement, ça m'a permis de retrouver ça. Donc moi, en plus, j'étais toute seule dans mon cabinet, donc ça m'a rouvert un petit peu aux autres. Et c'était, j'avais un peu peur de ça quand je suis passée en exercice limité. La relation au correspondant, je me disais mais qui je suis moi pour donner des leçons ou me positionner en voilà, j'avais un peu du mal avec cette figure d'autorité. J'avais pas l'impression de valoir plus. D'ailleurs, je considère pas que je vaux plus. C'est juste que j'avais développé une compétence spécifique. Mais aujourd'hui, avec certains correspondants, j'apprécie parce que souvent on s'appelle le soir quand ils ont des problèmes, voilà, X ou autres au cabinet avec des patients ou qui veulent des conseils. Et ça, je trouve ça chouette parce que finalement, il y a une entraide, il y a une solidarité. Ça leur permet d'avoir un œil extérieur et des fois, ils me renvoient des petits messages en me disant mais merci. Hier, j'ai reçu un petit message. Merci pour ton recadrage. Du coup, j'ai changé de prothésiste. Et je me disais mais bon, que j'avais pas perçu. Moi, j'ai pas l'impression de recadrer les gens, mais juste d'avoir voilà, cet œil de recul, ben voilà, dans cette profession qui est très individuelle, je trouve que c'est riche. Et ça, je l'avais pas avant, quand j'étais omni. Après, dans notre région, on a de la chance quand même parce qu'il y a un petit collectif de praticiens qui s'est créé, qui se regroupent plusieurs fois par an pour justement parler de leur cas et où on peut échanger. Et ça, c'est chouette, c'est vraiment génial. Et toute discipline confondue ? Là, c'est toute discipline confondue, ouais. Qui a été à l'initiative de ça ? Ça s'est construit comment ? Des praticiens qui étaient... qui sont devenus amis, en fait, à force de faire des formations ensemble et qui se sont dit, tiens, et si on essayait de créer
de créer quelque chose comme ça pour échanger sur nos cas. Puis de fil en aiguille, il pousse les choses toujours un petit peu plus loin. Il y a de l'auto-émulation là-dedans, donc c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu es dans un cabinet qui est assez conséquent. Hein. Vous êtes combien de praticiens? 6? Alors oui, on est 4 praticiens titulaires et il y a 2 praticiennes qui font la maintenance parodontale. Donc on est un cabinet uniquement spécialisé, donc il y a un paro, une paro, un implanto et 2 endodontistes. Donc les patients qui viennent nous voir ne sont que des patients adressés. Comment ça s'est fait cette rencontre entre vous et cette cette envie d'association? Alors ce cabinet, moi je ne suis pas la créatrice de ce cabinet. En 2016, quand j'avais construit le mien, finalement celui-ci je l'ai revendu à mon collaborateur. Quand j'ai décidé de basculer dans l'exercice limité, il y a le docteur Ardouin qui était sur Poitiers qui partait à la retraite, très certainement à lui que tu avais dû adresser Exactement. à l'époque. Exactement, ça y est, ça vient de faire tilt. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion, que c'était plus facile pour moi de quitter mes patients d'omnipratique en me déplaçant, en allant ailleurs, que de leur dire du jour au lendemain, je suis là, mais je ne vous soigne plus. Ça, c'était quelque chose de difficile pour moi. Donc, du coup, j'ai préféré quitter le cabinet et d'aller donc rejoindre cette équipe qui était déjà formée. Et où il y a le docteur Vidal qui est aussi endodontiste. Et c'est appréciable de pouvoir aussi échanger comme ça sur nos cas. Et le docteur Vidal qui n'est pas que endodontiste aussi, qui a une super pas mal chaîne, de casquettes. Ouais, qui a beaucoup de casquettes et qui a une chaîne YouTube et qui communique beaucoup sur des sujets passionnants. Alors plus à viser peut-être du grand public, mais qui vraiment peut, qui peut intéresser beaucoup de personnes parce que c'est pointu. Je veux dire, c'est recherché, c'est étayé, c'est très intéressant. Ça sera peut-être l'occasion un jour de faire quelque chose ensemble. Qu'est-ce que ça t'a appris finalement sur toi, sur qui tu es, sur ta relation avec ton métier, avec les patients, ce changement de paradigme, en fait, ce changement aussi de discipline? Alors plein de choses, hein. Sur moi, ce qui a été difficile, c'est que je pense que je suis quelqu'un de perfectionniste. Et vraiment, le perfectionnisme, c'est bien, mais ça a beaucoup de travers. Et du coup, quand j'ai commencé à faire de l'endo, moi, j'étais jamais satisfaite de moi, quoi. Soit j'avais pas le petit puff qui me certifiait que j'avais bien désinfecté jusqu'au bout, soit j'avais le puff et je me disais ah là là, il est trop gros, t'as irrité le périapex. Enfin, ça n'allait jamais. Il y a une petite bulle, il y a un truc, voilà. Donc des exigences qui faisaient qu'en fait j'étais pas spécialement satisfaite, alors que c'était bien, hein, franchement, en toute honnêteté. Mais voilà, intérieurement ça m'a un peu plombée au départ. Et je pense que du coup, grâce au fait justement que y a pas d'obligation de résultat, que je sais que je fais du mieux que je peux, et que cette notion de faire du mieux qu'on peut, c'est fonction d'un instant T. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, voilà, en fait, aujourd'hui, c'est ça, et c'est comme ça, et accepte ce que tu as fait, et parce que peut-être aujourd'hui, tu étais plus fatiguée, parce que peut-être aujourd'hui, voilà, il y avait des conditions qui n'étaient pas réunies, parce que tout simplement, des fois, tu as des dents et des os, et tu peux pas avancer, t'es pas... Voilà. Et puis c'est comme ça. Donc, ça m'a appris vraiment à accepter ce qui est, à lâcher un peu le contrôle. L'imperfection, quoi. Ah Accepter l'imperfection. Mais ça, c'est pas facile, hein. Le truc qui revient souvent quand même un petit peu. Mais je pense que c'est vraiment le gros du travail, c'est ça, sur moi. On est quand même très calibré pour ça dans nos études, finalement. Mais c'est normal. C'est pas une critique que j'aimais, mais... tout notre parcours universitaire vise à ce qu'on soit les meilleurs techniciens possibles. Oui, mais ça a du bon. Ça a du bon, ça nous pousse à nous dépasser, ça a du bon, sauf quand ça commence à te bouffer de l'intérieur. Et si ça commence à te miner le moral, là, il faut vraiment se poser les questions. Enfin, voilà, prendre un pas de recul et se dire
surtout en endo, je veux dire, le patient, il se rend pas compte, il voit pas. Donc, et puis, d'une manière générale, même dans leur bouche, ils sont souvent moins exigeants que nous, hein. Enfin, moi, je fais pas d'esthétique, je suis pas non plus au détail près, devant, etc. Mais là aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'exigences dans l'esthétique. Mais le patient, je pense qu'il a moins d'exigences que nous. Le patient, ça dépend lesquels, mais cette demande, elle est des fois un peu induite aussi. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on peut entendre dans des formations, de dire, ouais, moi j'exerce dans une ville de campagne où il n'y a pas la demande. Bon, en fait, on va te dire, crée la demande. Et c'est vrai que le patient, si tu commences à lui mettre l'œil sur quelque chose, il va peut-être avoir envie de faire de la mucogingivale, des facettes et tout ça. Mais je pense que la plupart des patients qu'on soigne, ce qu'ils veulent, c'est surtout ne pas avoir mal. Et du confort. Ne pas aussi peut-être faire des dépenses excessives, et ça c'est entendable. Et puis avoir une fonction qui soit correcte, quoi. Et d'avoir des dents pour sourire, effectivement. Mais le micro-détail, peut-être aussi à nous poser la question, est-ce que c'est pas des fois de la demande induite, quoi. C'est surtout de la comparaison. On est tout le temps plus ou moins en train de se comparer, c'est ça le jugement. Alors on se dit, il faut pas se comparer, il faut pas juger les autres, et on se juge soi-même. On est toujours en train de s'auto-juger. À quelle note je vais me mettre aujourd'hui? Vous venez d'écouter la première partie de la série avec Marion Megli du podcast Entretien avec un dentiste. Le montage est de Pauline Bussy, le son libre, la musique Django est de Mr. Smith. Je vous donne rendez-vous bientôt pour l'épisode 2, dans lequel Marion nous racontera son vécu en tant que patiente et ce que ça a changé dans sa pratique.